Après 9 ans et 9 budgets déficitaires, ce premier ministre a doublé la dette nationale, ajoutant plus à notre dette que tous les autres premiers ministres ensemble, doublé le coût de logement et forcé 2 millions de personnes à une banque alimentaire. Maintenant, il présente un budget avec 50 milliards de dollars de déficit de dépenses additionnelles et inflationnistes, en repromettant les mêmes promesses électorales qu'il a trompées depuis une décennie. C'est pour ça que ce budget et ce premier ministre n'en valent pas le coup et nous allons voter non confiance. Il faut reconnaître que le Parti conservateur a un plan de gros bon sens, couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Mais avant de parler de notre plan de gros bon sens, j'aimerais donner un complément généreux au ministre des Finances pour avoir posé des très bonnes questions aux plus riches. Elle a dit, et je cite, le 1% le plus riche du Canada, le 0,1% du Canada, devrait répondre à cette question. Dans quel genre de pays voulez-vous vivre? Mais premièrement, Madame la Présidente, il faut reconnaître que, comme le ministre et le Premier ministre avouent, le 0,1% vivent très bien après 9 ans de ce gouvernement libéral. Premièrement, ils ont reçu des grandes subventions pour leurs corporations, plus grandes que jamais dans l'histoire de notre pays. Des énormes garanties de prêts qui empêchent qu'ils perdent de l'argent avec des mauvais investissements en forçant les contribuables de la classe ouvrière de payer le prix. Des contracteurs millionnaires comme ceux de GC Stratégie sont parmi certainement le 0,1% à cause des cadeaux que ce premier ministre leur a versés avec une augmentation dans le nombre de contrats à l'externe de 100%. Et en plus de tout ça, avec l'impression de 600 milliards de dollars, ce gouvernement a gonflé la richesse des milliardaires. Et finalement, il faut reconnaître que le 0,1%, ça inclut le premier ministre, parce qu'il a hérité des millions de dollars de son grand-père, et il a gardé cet argent-là dans une fiducie qui empêche les impôts et qui le protège, juste comme les milliardaires qui l'invitent aux îles privées en Caraïbes. Donc, c'est une très bonne idée de s'adresser une question à ce 0,1% des plus riches qui n'ont jamais eu autant de fun et autant de richesse qu'après 9 ans de ce premier ministre. Et je vais énumérer des questions que la ministre leur a posées. Voulez-vous vivre dans un pays où vous pouvez deviner la taille du chèque de paie d'une personne en regardant son sourire? Madame la Présidente, après 9 ans, des augmentations de taxes, d'impôts, de l'inflation et des taux d'intérêt, les Canadiens n'ont pas de sourire lorsqu'ils regardent leur chèque de paie, parce que ce chèque de paie disparaît. On a le pire croissance de revenus personnels parmi tous les pays du G7 depuis 9 ans. Notre PIB par capita a reculé. Il est plus petit qu'il y a 5 ans. Donc, les gens n'ont pas de raison de sourire parce qu'un chèque de paie n'achète plus la nourriture ni un logement comme ça aurait pu faire il y a 9 ans. Voulez-vous vivre dans un pays où les enfants
vont à l'école le ventre creux? Madame le Président, évidemment, la réponse est non, mais c'est la réalité aujourd'hui, après 9 ans de ce premier ministre, selon ses propres documents du gouvernement qu'il a publié lui-même, le premier ministre avoue que presque 1 sur 4 enfants vont à l'école sans nourriture chaque jour. Après 9 ans de ce premier ministre qui impose des taxes sur les agriculteurs qui produisent notre nourriture et les camionneurs qui livrent notre nourriture, un quart des enfants n'ont pas assez à manger. Et on a aujourd'hui une promesse dans le budget de les nourrir, une promesse qui a été inaugurée en 2021, il y a 3 ans. Combien de repas ont été fournis? 0. 0 repas. Donc, c'est après 9 ans de ce premier ministre que nos enfants ont faim. Voulez-vous vivre dans un pays où les seuls jeunes qui peuvent s'acheter une maison sont ceux dont les parents peuvent contribuer à leur mise de fonds? Madame le Président, c'est le pays dans lequel nous vivons maintenant. Après 9 ans de ce premier ministre, après 9 ans, il a doublé le coût de logement, il a doublé la mise de fonds nécessaire pour acheter une maison. Il a doublé le paiement hypothécaire qu'on paye pour la maison moyenne. N'oublions pas qu'il y a 9 ans, le mise de fonds moyen était à peu près 20 000 $. Je me souviens, parce que j'étais le ministre de Logement responsable à ce temps-là, et c'était possible d'acheter une maison avec une mise de fonds d'une modeste 20 000 $. 20 000 $, Madame le Président. Maintenant, c'est plus que le double que ça. Et maintenant, ça prend 64 % d'un revenu moyen par mois pour payer les coûts de logement par mois. 63 %, un montant qui est presque le double qu'il y a 8 ans. Donc, c'est juste des plus riches, c'est juste des enfants des mieux nantis qui peuvent actuellement acheter une maison. Voulez-vous vivre dans un pays où nous réalisons les investissements dont nous avons besoin dans les soins de santé, le logement, les pensions de vieillesse, mais où nous n'avons pas la volonté politique de les payer et nous choisissons plutôt de léguer une dette grandissante à nos enfants? Je cite la ministre des Finances. C'est ce premier ministre qui a doublé notre dette nationale. 9 ans après avoir dit que le budget allait s'équilibrer par lui-même, qu'on allait avoir 3 petits déficits, pas plus de 10 milliards de $, il a maintenant ajouté presque 700 milliards de $, dont la majorité n'avait rien à voir avec les dépenses liées au COVID. Et il continue avec des déficits d'environ 40 milliards de $. Et c'est 3 ans après le COVID. On ne peut plus dire que le chien a mangé mes devoirs et que les déficits sont liés à la COVID. C'est un choix de continuer d'ajouter de plus en plus. Donc, non, Madame le ministre, on ne veut pas vivre dans un pays où on laisse aux enfants une dette grandissante, mais c'est le pays dans lequel nous vivons maintenant, après 9 ans de ce premier ministre. Voulez-vous vivre dans un pays où les mieux nantis vivent dans le luxe, mais dans les quartiers protégés, derrière des clôtures toujours plus hautes, en se tournant vers des soins de santé et des avions privés parce que le secteur public est mal en point et que la colère de la grande majorité moins fortunée est déchaînée? Madame la Présidente, c'est le pays dans lequel nous vivons maintenant.
après 9 ans de ce premier ministre. Oui, les mieux nantis ont des jets privés, comme lui. C'est lui qui utilise un jet privé plus que tous les autres, en même temps qu'il applique une taxe carbone sur la mère monoparentale pour le crime d'utiliser son Toyota Corolla. Il dépense l'argent des contribuables pour aller dans des vacances illégales dans les îles privées. C'est lui et ses petites amies qui prennent avantage de ça. En même temps que nous voyons un chaos total, une dégénération sans précédent dans les rues et les quartiers de notre pays, où les vols d'auto sont aussi normaux que les policiers disent aux gens de laisser les clés à côté de la porte pour permettre le voleur de les prendre, de prendre la voiture de façon paisible. Madame le Président, après 9 ans de ce premier ministre, ça c'est le pays dans lequel nous vivons actuellement. Donc, Madame le ministre, est-ce qu'on veut vivre dans un pays où on peut dire la taille de la richesse de quelqu'un par leur sourire? Non, mais c'est le pays dans lequel nous vivons. Est-ce que nous voulons les enfants qui ont faim à l'école? Non, mais selon le gouvernement, c'est le pays dans lequel nous vivons maintenant. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays où les seuls jeunes qui peuvent acheter une maison sont ceux des enfants des riches? Non, mais c'est le pays dans lequel nous vivons maintenant, après 9 ans de ce premier ministre. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays où les enfants héritent une dette grandissante, l'une allée après l'autre? Non, mais c'est le pays dans lequel nous vivons maintenant, après 9 ans de ce premier ministre. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays où les riches, comme ce premier ministre, peut aller à travers le monde dans les jets privés en même temps que la majorité vivent dans le chaos, à l'enfer de la criminalité dans nos villes? Non, mais c'est le pays dans lequel nous vivons maintenant. Madame la Présidente, nous ne voulons pas ce type de pays. C'est exactement pour ça que nous avons besoin d'une élection pour élire un nouveau gouvernement basé sur le gros bon sens qui va livrer le pays que nous aimons pour tous les Canadiens. Here, here. Et parlons juste pour un instant de la fameuse... les gens qui sont très riches. Vous souvenez-vous, il y a 9 ans, le premier ministre a dit qu'il allait dépenser sans contrôle et ça n'allait coûter rien à personne. Ouais. Il allait y avoir un homme riche sur une colline qui allait payer toute la facture. Où est-il? Après 9 ans, selon les aveux de ce gouvernement, les riches paient moins que jamais après 9 ans de ce gouvernement. Et une génération, pour la première fois, toute une génération a perdu la possibilité d'avoir une maison après 9 ans de ce premier ministre. Après 9 ans de ce premier ministre qui a promis d'aider la fameuse classe moyenne, la classe moyenne n'existe pas. La classe moyenne est pauvre. Et si vous pensez que je suis en train d'exagérer, je vous pose la question simple. Est-ce qu'un membre de la classe moyenne peut acheter une maison aujourd'hui? C'est mathématiquement impossible pour la personne moyenne d'acheter la maison moyenne. C'est pas moi qui dis ça. C'est la Banque royale qui a indiqué que maintenant, ça prend 63% d'un revenu familial moyen avant impôt pour payer des coûts moyens pour une maison. Une impossibilité mathématique. Il y a 9 ans, ça coûtait 38% d'un chèque de paie chaque mois pour payer son hypothèque. C'est le double maintenant. Donc, si vous ne pouvez pas acheter une maison,
vous ne faites pas partie de la classe moyenne. Si vous êtes l'un des familles, le 1 sur 4 qui ne peut pas nourrir ses propres enfants, et le 1 sur 4, ça provient des documents de ce gouvernement, vous ne faites plus partie de la classe moyenne, Madame la Présidente. Hier, le budget que la ministre a présenté, c'était une grande admission de l'échec. Elle avoue qu'après 9 ans de son gouvernement, c'est l'enfer pour le soi-disant classe moyenne et que la classe moyenne est devenue les pauvres de ce pays. Ce premier ministre a livré le pire déclin dans la qualité de la classe moyenne dans l'histoire de notre pays, peut-être pire que le déclin pendant la Grande Dépression. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la ministre elle-même, c'est le premier ministre. De l'écouter parler de l'état de ce pays, il décrit le pays comme étant un enfer total pour les pauvres et pour les travailleurs. Il décrit un enfer pour les enfants qui ne peuvent pas manger. Il décrit un pays où les aînés ne peuvent pas payer leurs factures. C'est comme il n'était pas le premier ministre depuis une décennie. C'est une magie qui est là d'essayer de nous convaincre que c'est sa première journée de travailler dans le poste. Après 9 ans, Madame la Présidente, le Premier ministre a raison. C'est l'enfer pour la classe moyenne. C'est parce qu'on a un Premier ministre qui n'en vaut pas le coup. Heureusement, ça n'a pas été comme ça avant ce Premier ministre. Et ça ne va pas être comme ça après ce Premier ministre. Nous allons le remplacer avec un gouvernement de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Permettez-moi d'expliquer un peu plus. Couper taxes et impôts. Évidemment, les Canadiens maintenant paient plus pour taxes et impôts qu'ils ne le paient pour l'alimentation, pour le logement et pour les vêtements, pour s'habiller. Après 9 ans de ce gouvernement cher. C'est pour ça qu'il faut renverser la tendance. Il faut contrôler les dépenses pour pouvoir réduire le coût de taxes et impôts et rembourser le travail. Permettre les travailleurs, les entrepreneurs et les aînés de ramener chez eux des plus grandes parties de ce qu'ils ont gagné. Deuxièmement, il faut bâtir des logements. On a le moins de logements par capita parmi tous les pays du G7 après 9 ans de ce premier ministre. Pourquoi? On a la pire bureaucratie. La bureaucratie qui empêche la construction et ajoute des centaines de milliers de dollars à chaque unité de logement et des années de délai. On a le deuxième plus lent permis de construction parmi les pays de l'OCDE. Ça ajoute 1,3 million de dollars pour chaque nouveau logement à Vancouver, 350 000 pour chaque logement à Toronto. La Ville de Montréal, l'Hôtel de Ville de Montréal a empêché la construction de 25 000 unités de logement. La Ville de Winnipeg a bloqué 2 000 logements à côté d'une station de transport en commun bâtie spécifiquement pour ces futures maisons. Ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement fédéral ne devrait plus envoyer 5 milliards de dollars aux hôtels de ville pour bâtir des bureaucraties qui empêchent la construction. Non, il faut commencer à inciter des municipalités de permettre plus de construction en libérant les terrains et en autorisant des chantiers plus rapidement. Les agences immobilières sont payées pour chaque maison vendue. Les constructeurs de maisons sont payés pour chaque maison construite. On devrait payer des municipalités pour chaque logement permis. Donc, mon plan de gros bon sens va obliger des municipalités de permettre 15 % plus de construction par année et
des grands tours, des grands appartements autour de toutes les stations de transport en commun financées par le fédéral comme condition de recevoir cet argent-là. Nous allons le faire avec des ententes avec les provinces en respectant totalement leur juridiction et en leur permettant d'atteindre ces résultats dans leur propre façon, sans ingérence du fédéral. Deuxièmement, nous allons vendre 6 000 édifices et des milliers d'acres de terrain fédéral pour permettre la construction. Troisièmement, nous allons couper les taxes sur la construction de logements pour accélérer la construction. Ça, c'est un plan de gros bon sens pour revenir à un état où c'est abordable, comme ça l'était il y a 9 ans quand j'étais ministre responsable pour le logement. Troisièmement, nous allons réparer le budget en imposant une loi $1 pour $1. Chaque fois qu'un gouvernement, mon gouvernement ajoute $1 de nouvelles dépenses, on va éliminer un autre dollar avec une économie qui vaut la même. C'est comme ça qu'on plafonne le coût de l'État pour permettre les contribuables et l'économie de grandir et de rendre l'État moins grand relatif à notre pays. Ça, c'est une approche qui est décentralisatrice et responsable. C'est comme ça qu'on va éventuellement équilibrer le budget, réduire les taux d'intérêt et l'inflation. Et sur ça, je trouve ça très ironique que le Bloc a voté une fois après l'autre pour agrandir l'État fédéral. Ils ont voté pour 500 milliards de dollars de dépenses centralisatrices, inflationnistes et discrétionnaires de ce premier ministre. Et je parle des dépenses qui ont augmenté la taille de l'État et aussi le nombre de fonctionnaires fédéraux de 40 %. Le Bloc a voté pour ajouter 100 000 fonctionnaires fédéraux à Ottawa, sur les épaules des Québécois. Le Bloc a voté pour doubler les dépenses sur les consultants à l'externe qui coûtent maintenant 21 milliards de dollars, c'est-à-dire 1 400 $ en taxes et impôts pour chaque famille québécoise, juste pour des consultants. On comprend que ce gouvernement centralisateur libéral voudrait faire ça, mais on ne peut pas comprendre pourquoi un parti soi-disant souverainiste voterait pour une telle augmentation et une telle concentration de pouvoir et de l'argent au niveau fédéral. Ça n'a pas de bon sens. C'est parce que le Bloc ne vise pas à libérer les Québécois des coûts de l'Ottawa. Il veut mettre en œuvre une idéologie de gauche qui provient du plateau Mont-Royal, qui veut juste plus de l'État, un plus grand rôle de l'État, que ce soit fédéral, que ce soit provincial, que ce soit municipal, peu importe. L'obsession du chef du Bloc, c'est plus de gouvernement, plus de l'État, plus de coûts sur les épaules des travailleurs. Nous, les conservateurs, veulent un gouvernement fédéral qui est plus petit, pour les Québécois, plus grand. Nous voulons moins de contrôle par Ottawa et plus de pouvoir pour les Québécois. Un moins grand fédéral pour un plus grand Québec. Ça, c'est le gros bon sens et nous sommes le seul parti qui va pouvoir le livrer. En même temps, il faut éliminer l'inflation qui, oui, a agrandi l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Le système monétaire qui imprime de l'argent, ça favorise les riches, c'est sûr. Et c'est quelque chose que le premier ministre a importé des États-Unis. Aux États-Unis, ils ont cette politique monétaire qui cause de l'inflation l'une année après l'autre pour gonfler les dépenses à Washington et gonfler les actions à Wall Street.
C'est une belle alliance entre Wall Street et Washington, entre les grandes entreprises et un grand gouvernement. Et ça favorise évidemment les plus riches. Les gens qui vivent à Manhattan et à Washington sont les plus riches au pays. Et c'est en partie du fait qu'il imprime tellement de l'argent pour favoriser les deux. Ici au Canada, pour la première fois, on a un premier ministre qui a essayé de copier et coller cette approche en imprimant 600 milliards de dollars pour financer ses propres dépenses. Il a causé la pire inflation depuis son père, évidemment, qui a fait pareil. C'est quoi la conséquence? Mais ceux qui ont des actions ou des investissements dans les terrains spéculatifs ou de l'or ou les vins exclusifs et luxueux, eux deviennent plus riches parce que leurs actifs gonflent en valeur. Mais les gens qui vivent de leur chèque de paie ou leur pension, ils deviennent plus pauvres parce que la valeur de leur chèque de paie diminue. C'est un transfert de richesse des plus démunis aux mieux nantis. Et en fait, c'est un avantage qui est souvent sans imposition du tout. C'est un avantage sur lequel le premier ministre ajoute l'un jour après l'autre en causant cette inflation. Et j'ajoute que souvent, les gens qui reçoivent ces grands cadeaux monétaires des gouvernements ne payent pas de taxes du tout parce qu'ils ne vendent jamais leurs actifs. Ils empruntent, utilisant les actifs comme collatéral et pour acheter un autre actif qui gonfle encore avec l'inflation, sur lequel ils l'utilisent pour un autre collatéral, pour acheter un autre et un autre et un autre. Et la richesse se concentre entre les mains du fameux 1% ou 0,1%. Et c'est un phénomène qui s'accélère sur ce premier ministre parce qu'en même temps que ça aide les plus riches, ça donne à son gouvernement les moyens pour dépenser sans contrôle. Donc, les deux reçoivent leurs vœux. Le premier ministre est capable de dépenser l'argent imprimé, créé de rien, et les plus riches reçoivent une inflation dans leurs actifs et leurs richesses. Et c'est la classe ouvrière qui paie toujours la facture pour cette approche irresponsable. Moi, je vais mettre fin à ça. Je vais rétablir le mandat de la Banque du Canada de garder l'inflation bas et le dollar plus fort. On va nous assurer qu'on n'imprime pas l'argent pour dépenser. C'est une taxe de l'inflation. C'est une taxe qui est injuste et immorale. Et moi, je vais abolir la taxe de l'inflation en réparant le budget. Je veux que les gens aient des chèques de paie plus forts qui ramènent chez eux. Parlant de chez eux est devenu dangereux après 9 ans de ce premier ministre qui libère des criminels automatiquement sous caution ou pour les peines fonds à la maison, les peines Netflix qu'il a mis en place avec les lois C5, C75 et C83. Ces lois ont permis des gens de se faire libérer des heures après leur arrestation pour refaire les mêmes crimes qu'ils avaient faits auparavant. Et c'est pour ça que la criminalité s'explose à travers le pays et dans les rues. On a eu l'histoire hier d'une grande fusillade au centre-ville de Montréal. On a vu une augmentation de plus de 100% à Montréal, à Toronto et dans des autres grandes villes, des vols d'auto. Donc, mon plan de gros bon sens va garder les criminels les plus sévères en prison, en éliminant les libérations sous caution pour ceux qui ont des douzaines de convictions, en éliminant les peines Netflix et forçant des voleurs d'auto de faire leur sentence en prison. Et en arrêtant de cibler nos chasseurs et nos tireurs sportifs. Si vous avez une arme que vous avez achetée de façon légale
après des vérifications de la GRC, des formations et des examens qui démontrent que vous êtes une personne sécuritaire et responsable, vous allez pouvoir continuer d'avoir votre propriété, mais si vous êtes un criminel, on va vous empêcher. On va renverser la frontière et les ports. On va scanner les conteneurs pour nous assurer qu'il n'y a pas d'armes et de drogue qui entrent, ni de voitures volées qui sortent. C'est ça le gros bon sens pour rétablir la sécurité dans nos communautés et stopper les crimes. Madame le Président, nous allons mettre en place un plan de gros bon sens qui va rétablir le pays que nous voulons. Un pays qui est au contraire de ce pays que la ministre des Finances a décrit dans son discours, un pays où le travail est payant, où chaque personne qui a travaillé fort peut s'offrir une maison, de nourriture abordable, dans des communautés sécuritaires. Les Canadiens ont le droit, les Canadiens le méritent, et avec un gouvernement de gros bon sens, les Canadiens vont l'avoir. Merci, Madame le Président. Bravo.